Maintenant que ton mari est mort, on peut vendre cet endroit. Il l'a dit sans hésitation, comme s'il parlait d'un vieux canapé, et non de la maison où j'avais vécu 51 ans. Comme si le mot « mort » ne traînait pas encore dans le couloir comme son manteau d'hiver préféré. Mon fils, Garrison, se tenait dans ma cuisine avec un café qu'il n'avait pas pris la peine de me préparer, pointant du doigt les murs, le plafond, le jardin. « C'est trop grand pour toi, maman. Qu'est-ce que tu vas faire ici toute seule ?» Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Je tenais encore la tasse de thé que j'avais versée 20 minutes plus tôt, maintenant froide. Mes doigts étaient engourdis autour de la porcelaine. Il a regardé autour de lui avec ce regard de manager, celui d'un agent immobilier, décortiquant déjà ma vie en mètres carrés et en potentiel de revente. 3 chambres, un terrain d'angle, un excellent quartier scolaire. On pourrait obtenir un bon prix. Je connais quelqu'un qui pourrait faire des petites réparations, réparer la balustrade du porche, et si on mettait tout en valeur, j'ai enfin trouvé ma place. Vois. Mettre en scène pour les acheteurs, dit-il en sirotant son café. On louerait quelques meubles, on rangerait toutes les vieilles photos et tout ça. Les gens veulent imaginer leur vie ici, pas la vôtre. Pas la vôtre. Il parlait des courtes pointes que j'avais cousues à la main, de la croix au-dessus de la porte de la cuisine, de la rangée de tasses que nous avions collectionnées pendant 40 ans de road trips. Il parlait de la balançoire que Derek avait installée pour les petits-enfants, celle que plus personne n'utilisait. Il parlait des marches grinçantes qu'il n'avait jamais aidé à réparer et du lilas que j'avais planté à la naissance de sa sœur. Il parlait de tout ce qui était à moi. Je ne suis pas prêt, dis-je finalement. Il fronça les sourcils, comme si j'avais laissé tomber une assiette. Prête, maman? C'est juste pratique. Tu n'as pas besoin de tout cet espace. Tu seras plus en sécurité dans un appartement. Plus près de la ville. Accès par ascenseur. Tu pourrais même. J'ai dit, je ne suis pas prêt. Il marqua alors une pause. Juste un instant, mais pas parce qu'il comprenait. C'était la pause de quelqu'un qui recalcule une négociation. Stratégie. D'accord, dit-il en reculant avec un sourire qui ne toucha pas ses yeux. On se parlera plus tard. Pas de pression. Il partit 10 minutes plus tard, oubliant sa tasse de café. Comme toujours, je restais près de la fenêtre, regardant son SUV hors de prix sortir de l'allée en marche arrière, comme s'il avait un endroit plus important à visiter. Le silence qui s'installa après l'arrêt du moteur n'était pas paisible. C'était chirurgical, une sorte de creux qui commençait dans la poitrine et se propageait vers l'extérieur. Cette maison ne grinçait pas toujours comme ça. Le porche semblait solide sous les bottes de Derek. Le plancher connaissait le rythme de nos matins. La bouilloire, le raclement des chaises, le bruit sourd du journal. J'avais l'habitude de mettre 3 couverts au petit déjeuner, même après le départ de Leia. Maintenant, il n'en reste plus qu'un, et il veut toujours prendre même celui-là. J'ai traversé la maison ce soir-là comme quelqu'un qui tourne autour d'une scène de crime. Ma main effleura les boiseries du couloir, usées et lisses, là où l'épaule de Derek frôlait toujours. La photo sur la cheminée de nous à Myrtle Beach, bronzé et souriant. Une bosse dans l'accoudoir, laissée par son alliance, là où il tapait pendant le journal télévisé du soir. Je me suis assis sur sa chaise. Elle grinçait un peu, mais me tenait. Garrison avait toujours été décisif, efficace. C'est ce qu'on disait à son bureau. Un vrai battant. Mais je me souviens du garçon qui ne pouvait pas dormir sans veilleuse. Qui avait pleuré quand son poisson rouge était mort et m'avait obligé à organiser des funérailles dans le jardin. Il ne m'a pas demandé comment j'allais. Il ne m'a pas demandé comment s'étaient passées mes nuits depuis les funérailles. Il ne m'a pas demandé si j'avais mangé ou si les courses m'épuisaient. Il était arrivé avec un plan. Pas pour moi, pour la maison, pour l'argent. Je suis resté assis là jusqu'au coucher du soleil, écoutant le tic-tac de la vieille horloge que Derek avait réparée 3 fois au fil des ans. C'était un son que Garrison n'aimait jamais.
Trop fort, disait-il. Prends-en une numérique. Il ne comprenait pas. Le tic-tac n'était pas un défaut. C'était la preuve d'un mouvement, d'une survie. J'ai passé mes doigts le long du lait tissu d'ameublement, les fils effilochés. Puis j'ai tendu la main vers la photo de Derek. Je ne suis pas prête, ai-je murmuré à nouveau. Mais en vérité, quelque chose avait basculé. Non pas vers l'abandon, mais vers la clarté. Il me trouvait fragile maintenant, vaincu, seul. Il ne me connaissait pas du tout. Le lendemain matin, j'ai ouvert le placard au-dessus de l'évier et je suis resté planté là. Une demi-boîte de flocons d'avoine, un pot de marmelade presque vide, des sachets de thé, le bon marché, ceux que je gardais toujours pour les invités que je n'appréciais pas particulièrement. Je n'avais pas faim. Plus depuis les funérailles, à vrai dire. Derek disait, j'ai fait les meilleurs œufs brouillés du comté, et je levais les yeux au ciel, mais je les faisais toujours quand même. Pour lui, pour le sourire qu'il m'a adressé à la première bouchée. Maintenant, j'ai fait bouillir de l'eau, je l'ai versée sur un sachet de thé et je suis restée assise en silence pendant qu'elle refroidissait. J'ai laissé le placard ouvert et je suis allée dans la salle à manger. Les chaises semblaient trop raides, comme si elles se préparaient à quelque chose. La longue table avait encore le chemin de table en dentelle que j'avais repassé 2 semaines avant que Derek ne tombe malade. J'avais toujours l'intention de l'enlever. J'avais toujours l'intention de faire plein de choses. Au centre de la table se trouvait le bol en bois que Derek avait fabriqué lors d'un cours de menuiserie à ses 65 ans. Il était censé contenir des fruits. Maintenant, il contenait des clés, des élastiques et quelques pièces trop usées pour être dépensées. J'ai tendu la main, j'ai sorti un bouton que je ne connaissais pas et je l'ai glissé dans ma poche. Sans raison. J'avais juste l'impression que c'était quelque chose à faire. Il y a quelque chose de creux dans une maison qui attend qu'on vous la prenne. Chaque planche devient un murmure. Chaque pièce commence à rétrécir. Non pas parce qu'elle est plus petite, mais parce que quelqu'un d'autre la mesure avec un mètre ruban et parle de modernité. Les mots de Garrison ont résonné dans ma tête toute la matinée. Tu seras plus en sécurité dans un appartement. Comme si la sécurité était ce dont j'avais besoin. Comme si mon chagrin serait en quelque sorte atténué par les ascenseurs et l'air recyclé. Je suis entré dans la buanderie où le vieux panier en osier trônait encore près du sèche-linge. Je n'avais pas touché à la dernière chemise de Derek, encore pliée sur le bord comme s'il venait de l'enlever. Elle sentait légèrement le cèdre et l'eau de Cologne qu'il ne portait que le dimanche. Je l'ai pressé contre mon visage et mes genoux ont légèrement fléchi. Plus tard, je me suis retrouvée assise à la table de la cuisine, cette fois avec les factures de services publics étalées devant moi. L'écriture sur les talons de chèque était la mienne, mais les chiffres à côté du nom de Garrison n'étaient pas petits. À Noël dernier, il avait besoin d'aide pour un problème de trésorerie temporaire. J'ai envoyé $5000. L'année précédente, je les avais aidés à payer l'appareil dentaire de Rebecca. Et n'était-ce pas moi qui avais versé le premier acompte pour leur maison quand lui et Teresa se sont mariés? La liste était longue. Et pourtant, il se tenait dans cette même cuisine, regarda autour de lui et dit, « On peut vendre cet endroit. » On dirait qu'il était copropriétaire de mes souvenirs, qu'il avait son mot à dire sur ma place. J'ouvris le tiroir du bas du buffet. Celui qui était encore coincé à gauche. À l'intérieur se trouvaient de vieux reçus, des papiers de garantie et un dossier marqué « Maison ». Je le sortis et feuilletai les documents. L'acte de propriété était toujours à mon nom. Margaret Loud, seule propriétaire. Je me rassis. Cela n'aurait pas dû me surprendre. Derek et moi avions acheté cette maison quand Garrison avait 6 ans. Nous l'avions remboursé en 30 ans à la sueur de notre front, avec des coupons et 1000 sacrifices discrets. Pas de refinancement, pas de deuxième hypothèque. Chaque éraflure du sol avait une histoire. Chaque recoin était habité par le fantôme de quelqu'un que nous aimions. Ce n'était pas seulement une maison. C'était une vie. Et soudain,
Je réalisais que je ne voulais pas passer mes dernières années à expliquer cela à qui que ce soit, surtout pas à mon fils qui y voyait un atout. La bouilloire se mit à siffler fort et strident, me tirant de la tête. Des papiers. Je l'ai éteint et je suis resté là, à regarder la vapeur monter. Au fond de ma poitrine, sous la douleur et la fatigue, une petite chose tenace s'est agitée. Ce n'était pas de la colère. Pas tout à fait. Pas encore. C'était quelque chose de plus ancien. Quelque chose comme de la résolution. Je suis retourné au placard ouvert, j'ai sorti les flocons d'avoine, j'ai mesuré une portion, j'ai fait chauffer le lait juste comme il faut, j'ai ajouté de la cannelle comme Derek l'aimait. Je me suis assise et j'ai mangé chaque bouchée, non pas parce que j'avais faim, mais parce que j'avais besoin de me souvenir de ce que ça faisait de tenir à quelqu'un, ne serait-ce que pour aujourd'hui, cette personne, c'était moi. La carte est arrivée avec 2 jours de retard. Je l'ai trouvée dans la boîte aux lettres, coincée entre une facture d'électricité et un catalogue auquel je n'étais pas abonné depuis des années. Une petite enveloppe blanche avec mon nom. Maman, griffonnée à la hâte par Garrison. Pas d'adresse de retour. Pas de timbre non plus. Il avait dû la laisser tomber lui-même. À l'intérieur se trouvait une carte achetée en magasin. Une de ces cartes génériques avec un vase aquarelle et une pensée pour toi sur ton cadeau spécial. Jour. Imprimé en lettres capitales. Pas de mots, juste son nom en bas, Garrison. Comme si j'étais une étrangère à qui il fallait rappeler. J'ai eu 76 ans jeudi dernier. Pas de visite, pas d'appel, juste une carte. Déposée comme une obligation. Il me faisait des cartes. Petit, il sortait du papier cartonné du tiroir et s'asseyait par terre dans la cuisine, la langue tirée, traçant des cœurs tordus au marqueur rouge. À la meilleure maman du monde, écrivait-il. Je gardais ces cartes dans une boîte à chaussures enveloppée de ruban, en haut, dans mon placard. Je ne les avais pas regardées depuis des années. Peut-être que je devrais. Après la mort de Derek, les anniversaires ont cessé d'être des événements marquants, mais même ainsi, un appel aurait été quelque chose, une voix, une question. Comment vas-tu, maman? Tu vas bien aujourd'hui? Mais non, juste cette carte impersonnelle. Ce soir-là, Teresa a posté des photos de leur dîner de famille sur Facebook. Je ne suis pas sur Facebook, mais Ruth oui. Elle m'a montré les photos sur sa tablette le lendemain matin pendant que nous prenions un café sur sa véranda. Voilà Garrison, dit-elle en tapotant l'écran. Dans ce nouveau restaurant italien, ça a l'air chic. La photo montrait une table éclairée aux chandelles. Garrison souriant, levant un verre de vin. Teresa en face de lui, vêtue d'une robe rouge. Rebecca à côté d'elle, un sourire à demi voilé, parcourant les pages de son téléphone. Rien n'indiquait que c'était mon anniversaire. Aucune mention. Ça devait être pour autre chose, dis-je en essayant d'avoir l'air décontracté. Un truc du travail, peut-être. Ruth ne dit rien, hocha lentement la tête et posa la tablette. Mais je sentais sa pitié comme un poids sur la table entre nous. Je rentrais chez moi en silence. Les feuilles sur le trottoir craquaient sous mes chaussures, et le soleil plongeait déjà derrière les ormes quand j'atteignis ma véranda. Ce froid dans l'air, fin octobre, juste avant l'arrivée du grand froid, le genre d'air qui annonce la fin de l'année. Je restai assis sur les marches un moment à ne rien regarder. Une voiture passa, pas Garrison. J'ai pensé l'appeler juste pour lui demander pourquoi, juste pour lui dire « Tu m'as oublié ». Et après? Il s'excuserait, peut-être à cause du travail, du stress, ou d'une vague excuse comme quoi le temps lui manquait. Il dirait que je réfléchissais trop. C'est ce qu'il disait toujours quand j'évoquais les choses qu'il choisissait d'ignorer. Au lieu de ça, je suis rentrée et j'ai fait bouillir de l'eau pour le thé. Mon petit rituel à moi. Et pendant que ça infusait, j'ai ouvert la boîte à chaussures. Le couvercle était poussiéreux. Je n'y avais pas touché depuis le diagnostic de Dererick. Je me suis assise sur le tapis du salon, la même où Garrison construisait des châteaux en Lego, et je me suis endormie,
la tête sur mes genoux. À l'intérieur, les cartes étaient encore éclatantes, délavées sur les bords, mais l'amour était criard. Une en particulier a attiré mon attention. Du papier cartonné jaune avec un bonhomme allumette tenant un bouquet. À maman, il y avait écrit « Tu es la meilleure maman parce que tu fais des crêpes et que tu ne cries pas quand j'en renverse. » Au dos, PS. Je t'aime plus fort que le ciel. Je suis restée longtemps avec ça. Ce petit garçon m'avait autrefois aimé plus que le ciel. Quand est-ce que ça a changé? Quand est-ce que j'ai cessé d'être une mère pour devenir une ressource? Un chéquier ambulant, un terrain, une maison à vendre, un nom sur une carte envoyée en retard. J'ai soigneusement rangé la boîte, je l'ai glissée dans le placard et je suis restée là un moment, à contempler les vieux manteaux et les chaussures usées. Puis j'ai fermé la porte. Quelque chose se construisait en moi. Quelque chose de lent mais puissant. Pas de la tristesse. Plus maintenant. La tristesse m'avait trop longtemps habité. C'était autre chose. Quelque chose de tranchant. Pas de la rage. Je n'avais pas l'énergie pour la rage, mais une conscience tranquille. Un changement. Et une fois qu'un tel changement commence, il ne s'arrête plus. Tout a commencé avec une ampoule. Celle au-dessus du porche arrière qui clignotait depuis des semaines. Derek la changeait toujours. Il avait tout un système. Une échelle dans la remise, des gants dans le tiroir, une nouvelle ampoule dans la boîte en fer blanc du placard de l'entrée. Ce n'est pas juste une lumière, disait-il. C'est la sécurité. Les gens tombent dans le noir. Je ne m'en étais plus préoccupé depuis sa mort. Je me disais que ce n'était pas urgent. Mais la vérité était plus simple. Je ne voulais simplement pas grimper à une échelle et me souvenir de ce que ça faisait de lui tendre les outils, de le regarder fredonner en travaillant. Mais ce matin, je l'ai fait. L'ampoule était trop serrée. J'ai dû appuyer plus fort que nécessaire. Lorsqu'elle a cédé, la secousse a envoyé mon coude dans l'encadrement de la porte. Ce n'était pas une douleur aiguë, pas vraiment. Juste cette douleur lente et profonde qui s'épanouit sous la peau, comme quelque chose qui fleurit dans l'obscurité. L'après-midi, le bleu n'était plus qu'une tache pâle sur mon bras. Je me suis assis à la table de la cuisine, à l'endroit même où Garrison s'était tenu, tout en suggérant de libérer la participation. Et je l'ai contemplé, ma propre peau, s'affinant avec l'âge, s'épanouissant avec la preuve que je pouvais encore être blessé. Puis j'ai ouvert le tiroir sous le téléphone, celui marqué « important ». À l'intérieur, il y avait des enveloppes, des dizaines, soigneusement étiquetées. Factures de téléphone, impôts, assurance, et, caché derrière, le carnet. Couverture bleue, dos craquelé, mon écriture au recto. Mon grand livre personnel. Je ne l'avais pas ouvert depuis des années. Pas depuis le dernier séjour de Deurerick à l'hôpital. Pas depuis que la vie s'était transformée en visite médicale, en plats glacés et en formulaires que je signais sans les lire. Mais aujourd'hui, je l'ai ouvert. Page après page, date et chiffres, paiement, virement, note. 2017, 12 000 $. Le prêt commercial de Garrison. Juste une affaire à court terme, maman. Sans intérêt. 2018, 4 500 $. La franchise de Teresa pour son opération. 2019, 9 200 $. Le semestre à l'étranger de Rebecca. 2020, 3 000 $ de fuite du toit de leur maison. On te rembourse le mois prochain. Promis. Il n'y avait pas de mois prochain. J'ai feuilleté plus vite. Chaque page était comme un bleu. 800 $. Leur acompte pour leur voyage anniversaire était de 2 500 $. Leur acompte pour la nouvelle voiture était de 600 $. La formation continue de Teresa. Elle n'a jamais terminé. Ligne après ligne, je l'ai vu pour ce qu'il était. Ni générosité, ni soutien. De l'extraction. Chaque appel, c'était une crise. Chaque don, c'était temporaire. Mais les appels ne cessaient jamais. La crise ne finissait jamais.
Et je n'ai jamais dit non. Derek me disait, ils prendront le temps que tu donnes. Ce n'est pas de la cruauté. C'est la nature humaine. Je ne voulais pas y croire. Je pensais témoigner de l'amour. Je pensais aider. Mais l'amour ne ressemble pas au silence d'un anniversaire. Il ne ressemble pas à un projet de vendre sa maison avant que les fleurs des obsèques ne soient fanées. Je me suis levée, je suis allée dans le hall et j'ai sorti la boîte intitulée « Impôts ». À l'intérieur, il y avait des relevés bancaires, pas numériques. Je n'y avais jamais cru. J'aimais le papier. J'aime le bruit d'une page quand on la tourne, le poids de la vérité entre les mains. Je suis resté assis pendant des heures, surligneur à la main, jaune pour les cadeaux, rose pour les prêts, bleu pour les dépenses qu'il promettait de rembourser. La page s'est remplie rapidement. Le soir, j'avais le compte, 73 480 $. C'est ce que je leur avais donné ces 10 dernières années. Je me suis adossé à mon siège, pressant l'extrémité froide du surligneur contre mes lèvres. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était la façon dont il m'avait lentement effacé. Une faveur à la fois, une gentillesse devenue une attente. Ils ne m'ont jamais demandé comment je faisais. Ils n'ont jamais remarqué que j'avais arrêté d'aller chez le coiffeur, d'acheter de nouvelles chaussures, de remplacer les assiettes ébréchées. Ils ne le savaient pas parce qu'ils ne me posaient pas de questions et que je ne le leur disais pas. J'ai refermé le registre et l'ai remis délicatement dans le tiroir. Puis j'ai décroché le téléphone. Pas pour appeler Garrison. Pas encore. J'ai appelé la banque. Il était temps de changer quelques petites choses. La femme au bout du fil avait une voix enjouée. Trop enjouée pour ce que j'allais demander. Madame Loud, comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'aimerais une copie du dossier hypothécaire de ma maison, ai-je dit. Tout, du premier au dernier versement. Il y eut un bref silence, puis un bruit de frappe. Bien sûr, un instant, s'il vous plaît. Oui, je le vois. On dirait que l'hypothèque a été remboursée en totalité en 2012. Elle marqua une nouvelle pause. 2012, pas d'avance, pas de solde impayé. Je le savais déjà, mais l'entendre dire à voix haute fit quelque chose. 12 ans. Doric et moi avions brûlé le dernier chèque ensemble, debout dans le jardin comme deux enfants jouant à faire semblant. Il avait dansé. Vous y croyez? Un petit two-step sur la terrasse en chaussettes. Nous sommes propriétaires de cet endroit, avait-il dit en riant. Chaque planche qui craque, chaque fissure dans le plafond, tout est à nous. Et maintenant, Garrison pensait que c'était à lui. Comme si j'avais détenu le titre de propriété en fiducie pour lui. Comme si mes décennies de budget, de sacrifices et de vacances manquées avaient fait partie de son plan d'héritage. Pouvez-vous m'envoyer l'historique complet? Demandai-je. Absolument. Je devrais arriver sous 5 à 7 jours ouvrés. Je la remerciai, raccroché et restai assis en silence. La cuisine était silencieuse. Seul le doux bourdonnement du réfrigérateur et le murmure des feuilles effleurant la fenêtre. J'ai regardé autour de moi, non pas les appareils électroménagers, ni les placards, mais l'espace lui-même, la façon dont la lumière matinale se reflétait sur le sol, le léger anneau où Derek posait toujours sa tasse, l'éclat dans le carrelage dû à une assiette à tarte que j'avais laissé tomber, le Thanksgiving où sa mère était venue passer. Ce n'était pas qu'une structure. C'était un vaisseau, et c'était le mien. Je suis sorti vers le porche, celui que Garrison avait qualifié de démodé et d'aspect dangereux. Il a dit que plus personne ne voulait de ce genre d'escalier. Tout est question d'entrées épurées et d'aménagements paysagers minimalistes, m'a-t-il dit. On va embaucher quelqu'un pour arracher les buissons. Arracher les buissons. Ceux que Derek taillait chaque printemps, même après que ses mains se soient mises à trembler. Ceux que j'avais plantés en 1986 avec l'aide d'un voisin, quand on n'avait pas les moyens de payer un paysagiste. Ils fleurissent chaque mois d'avril comme sur des roulettes. La première chose qu'on voit en remontant l'allée. J'ai passé la main sur la balustrade du porche.
Un peu ébréché, certes, mais solide. Je n'allais nulle part. Pas encore. Je sortis le coussin de la chaise du coffre de rangement et m'assis dans le fauteuil à bascule de Derek. Les coussins s'affaissaient aux endroits familiers. Je rapprochai mon pull et contemplai l'allée vide. Je ne voulais pas que Garrison apparaisse, mais une partie de moi se demandait s'il le ferait. Avait-il perçu le changement lors de notre dernière conversation? Comprenait-il ce qu'il avait commencé? Ou était-il encore assis dans son bureau en ville, à élaborer des plans pour mon avenir sans me demander si j'en avais un? Mon regard se posa sur le petit parterre près du porche. Je l'avais laissé tomber cette année. Pas de tulipes, pas de margousiers. Je ne pouvais me résoudre à creuser la terre sans que la voix de Derek derrière moi ne me rappelle d'y aller doucement avec mon dos. Mais maintenant, j'avais envie de creuser. Je voulais planter quelque chose pour reprendre possession de la terre. Je me suis levé, je suis allé à la remise, j'ai sorti la truelle rouillée et les gants. Mes genoux n'ont pas apprécié. Ils ont protesté quand je me suis agenouillé, mais je me suis quand même agenouillé. J'ai retourné la terre sèche, je l'ai ameublée d'une main lente et prudente, j'ai arraché les vieilles racines, j'ai senti la douleur me parcourir les épaules et la colonne vertébrale comme une conversation que je n'avais pas eue depuis des années. Le soleil commençait à décliner. Quand je me suis relevé, j'avais les mains douloureuses, les genoux raides, mais il y avait un coin de terre propre devant moi. Prêt. Quelque chose de petit et de florissant allait s'y installer. Quelque chose de nouveau. Non pas parce que je recommençais, mais parce que je restais. Et si Garrison voulait parler de valeur, eh bien, j'avais ma propre mesure. Et ça ne commençait pas par la superficie. Ils sont arrivés un dimanche, sans prévenir, bien sûr. Teresa ouvrait la marche comme toujours, tenant son sac à main comme s'il contenait plus que des reçus et du baume à lèvres, comme s'il détenait une certaine autorité. Garrison suivait, téléphone à la main, tapotant sans cesse tandis qu'ils entraient. Nous étions dans le quartier, dit Teresa en embrassant ma joue. C'était un mensonge. Ils habitaient à 45 minutes. Mais elle disait ça comme si elle me faisait une faveur, comme si sa présence était un cadeau que je n'avais pas mérité, mais que j'avais quand même reçu. Je n'avais pas fait de café. Je n'avais rien cuisiné. Ça me dérangeait, avant, de ne rien avoir à offrir. Aujourd'hui, dis-je simplement, vous pouvez vous asseoir dans la salle à manger. C'est là qu'il fait le plus chaud. Teresa marchait devant, inspectant la maison comme une agente immobilière. Tu n'as toujours pas remplacé ces rideaux? Demanda-t-elle en s'installant dans le fauteuil qu'elle choisissait toujours, celui avec la meilleure vue sur le jardin. J'ai vu des soldes chez Modern Nest. Ils ont de jolis panneaux transparents qui ouvriraient vraiment l'espace. Ce n'est pas une scène, dis-je en tirant le fauteuil en face d'elle. C'est chez moi, dit-elle avec un sourire pincé. Bien sûr. J'essaie juste d'aider. Garrison a finalement levé les yeux de son téléphone. Tu as pensé à ce dont on a parlé la dernière fois? Je l'ai regardé, vraiment regardé, pour la première fois de l'après-midi. Le même visage que j'essuyais avec un chiffon chaud. Les mêmes yeux qui se plissaient quand il était fier d'un dessin ou d'un contrôle de maths. Mais maintenant, il reflétait autre chose. Le calcul. Si, dis-je. Et je me suis dit, non, Teresa s'est raidie. Non. À quoi? À tout, dis-je calmement. La vente, le déménagement, l'idée que je doive être gérée. Teresa a ouvert la bouche, mais Garrison a levé la main. Maman, ce n'est pas une question de gestion. Il s'agit d'être réaliste. Tu ne rajeunis pas, et cette maison est, soyons honnêtes, trop chère pour une seule personne. Je me suis adossée. Trop pour moi ou trop hors de portée pour toi? Il a cligné des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je sais lire un relevé bancaire. Je sais combien j'ai donné et combien je n'ai pas reçu. De retour. Et maintenant, tu as autre chose en vue. Le plus important qui reste. Teresa ricana.
Personne n'essaie de te prendre quoi que ce soit, Margaret. Alors pourquoi parlons-nous de vendre ce qui ne t'appartient pas? Le silence se fit dans la pièce. La vieille horloge de parquet dans le couloir tic-taquait plus fort que d'habitude. Teresa se leva. Ce n'est pas productif. Non, dis-je. Ce n'est pas poli non plus, mais dire à une femme de réduire sa taille avant que les cendres de son mari ne soient déposées ne l'est pas non plus. Garrison se leva trop lentement, plus incertain. On essaie juste d'aider. Si tu voulais t'aider, dis-je en me tenant à leur côté. Tu serais venu pour mon anniversaire. Tu aurais réparé la balustrade du porche. Tu m'aurais demandé comment je dormais la nuit. Je les regardais toutes les deux. Ils avaient vraiment l'air du couple parfait. Toujours soignés, toujours impeccables. Mais quelque chose brillait sur leur visage maintenant. Une hésitation. Teresa prit son sac. Eh bien, on a essayé. Oui, dis-je. Tu l'as fait. Et maintenant, tu peux essayer le Elle n'a pas dit au revoir. Garrison a hésité un instant, comme il aurait pu le faire, puis il a suivi. Je suis resté à la fenêtre après leur départ. J'ai regardé leur voiture sortir de l'allée. Les roues ont soulevé quelques feuilles sèches. Teresa ne s'est pas retournée. Garrison l'a fait une fois. Je n'ai pas fait signe. Je n'ai pas bougé. Je suis resté là, sentant le poids se déplacer à nouveau. Il n'y avait pas de colère, pas de tempête dramatique, juste une clarté qui retombait comme de la poussière. Douce, définitive, familière. Je n'étais pas fâché qu'il veuille la maison. J'étais fâché qu'il pense que je ne le remarquerai pas. Le téléphone a sonné juste après 21 heures. J'étais déjà au lit, calé sur les vieux oreillers de Derek, en train de lire un livre de cuisine que je n'avais pas l'intention d'utiliser. Certains soirs, j'aimais simplement la structure des recettes. Des instructions claires, des résultats précis, aucune confusion. L'écran s'est allumé. Rebecca, mon pouce est resté sur le bouton une seconde de plus que d'habitude. Elle n'appelait pas souvent, sauf si elle avait besoin de quelque chose. Mais j'ai répondu, grand-mère. Sa voix était faible, hésitante. Je l'imaginais assise dans sa voiture, peut-être, ou chuchotant depuis le couloir pour que Teresa ne m'entende pas. Je suis là, ai-je dit. Il y a eu un silence. Puis j'ai entendu ce qui s'était passé. Je n'ai pas demandé comment. Cette famille ne pouvait pas se taire même si sa vie en dépendait. Je suis juste désolée, a-t-elle dit. Et cette fois, j'ai entendu la vérité. Sans préambule, sans préambule. Pourquoi es-tu désolée? Ai-je demandé doucement. Tu n'as rien dit de cruel. Tu n'as pas essayé de me vendre mes murs. Rebecca a soupiré. Ils en parlaient encore ce soir comme si c'était une fatalité. Papa a dit que tu t'accrochais par entêtement. Maman a dit que tu t'habituerais à l'appartement une fois qu'il serait bien décoré. J'ai refermé le livre. Ils pensent qu'ils sont serviables, ai-je dit, même si je n'y croyais pas. Ils pensent que l'aspect pratique est une gomme. Un autre silence. Je leur ai dit qu'ils avaient tort, a-t-elle dit. Que cette maison est à toi. Que c'était le seul endroit où je me sentais comme chez moi. Le poids dans ma poitrine s'est déplacé. Elle n'était pas comme les autres. Elle se souvenait encore des étés passés sous ce porche. La limonade que je préparais était trop acide. La façon dont Derek la soulevait sur ses épaules juste pour toucher les carillons éoliens. Ça me manque là-bas, dit-elle plus doucement maintenant. Tu me manques. Je n'ai pas répondu tout de suite. Mes yeux brûlaient. Tu peux venir quand tu veux, ai-je dit. Tu n'as pas besoin de leur permission. Rebecca a expiré, presque un rire, mais plus doucement. Merci. Nous avons parlé un moment après ça de l'école, de son travail, d'un garçon qu'elle aimait bien mais dont elle n'avait pas encore parlé à ses parents. C'était le genre d'appel que je n'avais pas reçu depuis des années. Pas de demande, pas de condition, juste une conversation.
très chaleureuse. Avant de raccrocher, elle a dit quelque chose à laquelle je n'étais pas préparée. Grand-mère, ne te laisse pas abattre. Tu es plus forte que tous réunis. Je n'ai pas répondu. Impossible. J'avais la gorge trop serrée. Mais après l'appel, je restais allongée dans mon lit, les yeux rivés au plafond, les mains jointes sur le livre. Elle me voyait encore. Elle se souvenait. Cette nuit-là, je n'avais pas pris de somnifère. Je n'en avais pas besoin. Rebecca m'avait rappelé quelque chose que je commençais à oublier, que je n'étais pas juste le reste de la responsabilité de quelqu'un. J'étais une personne, une femme, une grand-mère, et que j'avais encore de l'importance. Dans le silence, je l'avais murmuré à voix haute, juste pour l'entendre. J'ai encore de l'importance. Les murs m'entendirent, et je crois qu'ils étaient d'accord. Ruth arriva le lendemain matin avec des scones et un regard qui disait qu'elle en savait déjà plus qu'elle ne le devrait. J'ai apporté ceux aux canneberges, annonça-t-elle en entrant comme à son habitude, sans frapper à la porte. Et je te jure que si tu essaies de me donner ce thé amer que tu gardes pour te tenir compagnie, je te le verse directement dans ta fougère. Je souris malgré moi. Tu as toujours été autoritaire. Elle posa les scones sur la table de la cuisine et sortit 2 tasses. Je suis constante. C'est différent. J'avais préparé le bon thé, celui que je gardais caché derrière les épices, réservé pour les jours où je voulais me souvenir de mon goût pour les petits luxes. Nous sommes restés assises en silence un moment, sirotant, mâchant. La lumière matinale filtrait par la fenêtre avec cette douce lumière qui se diffuse encore lorsque l'air sent la rosée. Dehors, un écureuil chassait une feuille sur la balustrade du porche. Puis Ruth posa sa tasse et dit « J'ai entendu parler de Garrison. » Bien sûr qu'elle en avait entendu parler. Son neveu travaillait à la banque. Les petites villes sont toujours efficaces en matière de ragots, surtout ceux avec des dollars. Je ne lui ai rien dit, ajouta-t-elle rapidement. Mais ça se sait. J'ai hoché la tête. Ce n'est pas grave. Je n'ai pas été très subtile. Ruth se pencha en avant. Qu'a-t-il dit exactement à propos de la maison ? Je le lui ai dit. Pas tout d'un coup, pas de façon spectaculaire, juste les faits étalés les uns après les autres comme de vieux reçus. L'anniversaire où il avait oublié le prêt immobilier que j'avais payé seul. L'appel tardif avec Rebecca. Le moment où il s'est retrouvé dans ma cuisine et a prononcé le mot « on aime », il était à sa place. Ruth ne m'a pas interrompu. Elle a juste écouté. Comme le font les vrais amis. Ceux qui savent quand le silence vaut mieux que les solutions. Quand j'ai eu fini, elle a tendu la main par-dessus la table et l'a posée sur la mienne. Tu sais ce que je pense ? Non, ai-je dit, mais j'imagine que tu me le diras. Elle a souri. Tu as été plus que généreuse. Trop généreuse. Et maintenant, ils ont pris ta gentillesse pour du consentement. Cela m'a arrêté. De la gentillesse pour du consentement. Je n'y avais pas pensé sous cet angle auparavant, mais elle avait raison. Chaque fois que j'acquiesçais, chaque fois que je payais, chaque fois que je me mordais la langue, je disais oui, même quand je voulais dire non. Ruth prit une bouchée de son scone et mâcha lentement. Les enfants de ma sœur ont essayé ça avec elle. Ils ont essayé de la convaincre qu'elle n'y arriverait pas, qu'il était temps de réfléchir intelligemment à son avenir. Vous savez ce qu'elle a fait ? Quoi ? Elle a fait leurs valises et changé les serrures. Elle leur a dit que s'ils voulaient tellement vivre dans une maison, ils pourraient aller en chercher une autre. J'ai ri. Je n'ai pas le courage d'être aussi dramatique. Tu n'as pas besoin de l'être, a-t-elle dit. Il faut juste se rappeler qui on était avant Garrison. Avant qu'il ne commence à te traiter comme un chéquier ambulant. Je l'ai regardée. Elle ressemblait vraiment à Ruth avec sa langue acérée, ses os d'oiseau, sa mémoire impeccable. Elle avait survécu à 2 maris, enterré un enfant, et parvenait encore à rire comme quelqu'un qui n'avait jamais connu un mauvais jour. Je ne sais plus qui je suis, ai-je admis doucement. Si, tu sais, a-t-elle dit.
Tu as juste l'habitude de lui murmurer quelque chose. Nous avons terminé notre thé dans ce silence paisible qui accompagne l'histoire. Lorsqu'elle s'est levée pour partir, elle m'a embrassé le sommet de la tête. Ne les laisse pas te prendre, Margaret. Ni la maison. Ni ta voix. Après son départ, j'ai lavé les tasses et je suis resté longtemps devant l'évier, laissant l'eau couler sur mes mains. L'évier gargouillait doucement comme toujours, et je me suis dit que, peut-être pour la première fois depuis des semaines, je ne me sentais plus aussi seule. Le mardi suivant, j'ai enfilé mon manteau gris, celui au col en velours qui, selon Derrick, me donnait une allure sacrément digne, et je me suis dirigée vers l'arrêt de bus, un dossier dans mon sac à main et une certitude tranquille au fond de moi. Baxter et Cole s'occupaient de nos affaires depuis des décennies. Ils nous ont aidés à acheter la maison en 1973, à rédiger le modeste testament de Derek en 1991 et à remplir les papiers une fois le prêt immobilier remboursé. À l'époque, le bureau était dans un petit immeuble en briques près de la bibliothèque. Maintenant, il se trouvait dans une de ces tours de verre et d'acier qui donnaient l'impression que le reste de la ville avait besoin d'être repassé. Je suis entré dans l'ascenseur, au 6e étage et j'ai dit mon nom à la réceptionniste. Elle sourit, claqua quelques touches et dit « Monsieur Kaufmann sera bientôt à vous ». Il était nouveau, jeune, les cheveux trop soignés, la cravate trop voyante. Je m'y attendais. Pourtant, lorsqu'il sortit, la main tendue, m'appelant Madame Loud, je me redressai légèrement. Il me conduisit dans son bureau, tout en ton gris et bois clair, et ferma la porte. « En quoi puis-je vous aider aujourd'hui » demanda-t-il en ouvrant un carnet. Je lui tendis le dossier. À l'intérieur se trouvaient les relevés bancaires, l'acte de propriété, la liste des virements que j'avais écrite à la main, avec un code couleur. Il le feuilleta, les sourcils froncés. « C'est très minutieux, dit-il. »« Je garde les reçus, répondis-je. La mémoire fonctionne mieux qu'on ne le pense à 76 ans. Il sourit, sans condescendance. Bon signe. Je veux réviser mon testament, dis-je. Et je veux créer une fiducie. Bien sûr, dit-il en sortant un formulaire. Avez-vous une idée des modifications que vous aimeriez apporter? J'acquiesçai. Garrison était complètement à l'écart. Pas de résidus. Pas de contingence, pas de possibilité qu'il s'excuse un jour et m'apporte de la soupe. J'en avais fini avec l'idée que la proximité signifiait aimer la maison et que tout ce qui n'était pas déjà dépensé ou nécessaire irait à Rebecca. C'est la seule qui appelle pour prendre de mes nouvelles. J'ai dit la seule qui ne me considère pas comme un registre. Il hocha la tête, griffonnant des notes. Et je veux que ça soit protégé. J'ai ajouté. S'il m'arrive quelque chose, la maison ne peut être vendue par personne d'autre qu'elle, même sous la pression. C'est ce que permet une fiducie, a-t-il confirmé. On peut la mettre en place pour qu'elle en hérite directement, mais elle reste indépendante de toute revendication conjugale ou familiale. Comme ça, si jamais elle est sous pression ou manipulée, elle ne le sera pas, ai-je dit fermement. Mais je veux qu'elle sache que j'ai prévu ça de toute façon. Il travailla rapidement, mais expliqua tout au fur et à mesure. La situation ne semblait pas précipitée. L'air était propre, comme une pièce fraîchement dépoussiérée et exposée au soleil. Une fois terminé, il me tendit une copie du brouillon. Je classerai les papiers et vous ferai parvenir les originaux d'ici la fin de la semaine, dit-il. Puis-je vous aider d'autres? Je marquai une pause. Oui, dis-je. J'aimerais écrire une lettre pour accompagner le testament. Il inclina la tête. Une lettre personnelle? Oui. Pour Rebecca. À n'ouvrir que si j'hésitais. Enfin, quand? Il hocha la tête, sortit une enveloppe couleur crème et la posa sur le bureau. Je ne l'écrivis pas là. Je la rapportai chez moi. Ce genre de lettre nécessitait ma table de cuisine, ma lumière, ma main. Mais en sortant du bureau, en passant devant le comptoir de réception lustré, et en retrouvant l'air frais de la ville,
Je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. L'autonomie. Personne ne le savait encore, mais quelque chose de fondamental avait changé. Pas en eux. En moi. Je n'étais pas monté au grenier depuis la mort de Derek. Trop d'escaliers, trop de souvenirs, trop de poussière. Mais après la visite de l'avocat, après avoir signé les papiers et entamé le processus silencieux de reconquête de ce qui m'appartenait, j'ai ressenti une attraction, un instinct étrange et léger qui me disait « monte là-haut ». L'échelle était raide, de celles qui gémissent comme si elles supportaient mal d'être dérangées. Je l'ai tiré vers le bas et j'ai pris mon temps, un pas après l'autre, une respiration par barreau. Au sommet, l'air était chargé de moisis, comme du carton et des étés oubliés. La petite ampoule fonctionnait encore. Sa faible lueur peignait tout d'or et d'ombre. Je suis resté un moment, le temps que ma vue s'habitue. Tout était encore là. Le matériel de pêche de Derek. De vieilles décorations de Noël. Des boîtes étiquetées de son écriture majuscule. Des photos d'école de Leia, 1980, 1992. Misque, ne pas jeter. Et il était là, contre le mur du fond, le coffre en bois. Le grand-père de Derek l'avait fabriqué bien avant notre naissance. Derek y conservait ses souvenirs. Des lettres, des carnets. Il insistait sur le fait que la pièce de monnaie ou la boîte d'allumettes avait une signification. Il ne l'avait pas beaucoup ouverte durant ces dernières années. Il disait qu'il valait mieux laisser certaines choses à la mémoire. Mais je ne cherchais pas de souvenirs. Je cherchais un point d'ancrage pour l'instant. Je m'agenouillai, grimaçant à cause de la raideur de mes genoux, et ouvris le couvercle. L'odeur me frappa en premier. Du cèdre et quelque chose de plus ancien. Du papier, peut-être, ou du temps. À l'intérieur, des lettres enroulées dans de la ficelle. Des reçus de la première quincaillerie que nous ayons visitée. Une photo de nous le jour de notre mariage. Pas celle posée, mais celle, candide, que le frère de Derek avait prise, de nous riant dans la cuisine de l'église, les coudes plongés dans le gâteau. Et près du bas, un carnet, la couverture en cuir souple usée au coin. Je ne le reconnus pas. Je l'ouvris avec précaution. C'était son écriture, penchée, délibérée, datée en haut. Septembre 1996. La première ligne me serra la gorge. Pour Margaret. Si je ne suis pas là quand tu auras besoin de lire ceci. Je me suis assis là, sur le sol du grenier, le dos contre une vieille valise, et j'ai lu chaque page. Ce n'était pas un journal intime. Pas exactement, plutôt des réflexions, des observations, des lettres d'amour déguisées en réflexions ordinaires. Il a écrit sur le jour où Garrison a commencé l'université. Sa fierté, son inquiétude, la façon dont il a vu le changement s'amorcer, la distance. Il a écrit sur le prêt commercial que nous avons co-signé pour lui en 2004. Ce sentiment d'être tenu pour acquis. Il a écrit sur moi. Elle donne plus qu'elle ne le devrait. Elle l'a toujours fait. Mais si quelqu'un la trouve faible, il ne l'a jamais vue creuser une tranchée en juillet ni se battre avec un banquier pour un écart de 0,2% sur les intérêts. Elle a une colonne vertébrale d'acier. Elle oublie, c'est tout. Les larmes coulaient lentement, pas comme une tempête, comme une rivière tranquille qui me traversait. Page après page, il a tout vu. L'amour, le sacrifice, la lente érosion. Ils essaieront de la rabaisser, a-t-il écrit un jour. Non pas par cruauté, mais parce qu'ils ne savent pas porter le poids de tout ce qu'elle a construit. J'espère qu'elle se souvient que c'est à elle. J'espère qu'elle ne les laissera pas le prendre. J'ai refermé le livre doucement, comme s'il était vivant. Il savait. Même à l'époque, il savait. Et maintenant, je savais aussi. J'ai remis le carnet dans le coffre, j'ai fermé le couvercle et je me suis levé lentement. Le grenier ne ressemblait plus à une tombe. Il ressemblait à une cathédrale, un lieu paisible où quelque chose de sacré avait été murmuré et entendu. De retour dans la cuisine,
J'ai posé la photo de notre mariage sur le rebord de la fenêtre. Pas celle encadrée, la vraie, légèrement décolorée, de travers. Nous rions du glaçage renversé et de la mauvaise musique. La maison n'était pas seulement un lieu. C'était cet instant, cette connaissance. Et je n'y renoncerai pas. Ni maintenant, ni jamais. La maison était silencieuse, mais pas le genre de silence que je redoutais. C'était le silence du choix, celui de savoir que personne ne viendrait et de me sentir étrangement bien avec ça. C'était dimanche, le jour de la famille, si l'on croit aux traditions. Derek et moi, on organisait des dîners comme sur des roulettes, des rôtis en hiver, des légumes grillés en été. Garrison et Leia arrivaient avec des Tupperware dépareillés et du vin qu'ils n'avaient pas payé. Les enfants couraient partout dans le jardin, et je faisais semblant de m'en moquer lorsqu'ils piétinaient les bagonnats. C'était avant. Maintenant, dimanche était un jour comme les autres. Je me suis réveillée tôt, j'ai préparé mon thé et je suis restée à la fenêtre à regarder le chien d'un voisin courir après sa queue dans le jardin d'Axe en grave côté. L'air avait cette fraîcheur de fin d'automne, celle qui réchauffe les feuilles et rafraîchit un peu le plancher. Je ne m'attendais pas à recevoir de visite. Ils n'étaient pas venus depuis des semaines. Pas depuis la dernière représentation de Garrison dans la salle à manger. Pas depuis que je leur avais dit non. Mais ce dimanche-là, je ne me sentais pas abandonnée. J'étais immobile. J'ai fait la lessive, j'ai accroché les pulls comme il faut, j'ai essuyé les plaintes. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à toucher chaque partie de la maison, à la revendiquer non pas pour le spectacle, non pas pour les acheteurs potentiels, mais pour moi. L'après-midi, j'étais assise dans la véranda avec mon panier à raccommodage, cousant un bouton sur la chemise de flanelle préférée de Derek, celle que je portais encore les nuits les plus froides. La radio jouait doucement en fond sonore, une de ces vieilles stations qui n'avaient pas suivi l'air du temps. J'aimais ça. J'aimais être dans un endroit, même mentalement, qui ne cherchait pas à être à la mode. J'ai reçu un SMS de Teresa vers 15 heures. Juste une ligne. Il faudra qu'on discute de ton plan financier bientôt. Il y a des choses qui nous préoccupent. Je l'ai regardé un long moment. Pas de salutations, pas de questions, pas de chaleur, juste des suppositions. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je l'ai supprimé. Ce soir-là, je me suis préparé un vrai repas. Des carottes et des pommes de terre rôties. Un morceau de poisson que j'avais assaisonné comme Derek le faisait autrefois. J'ai mis la table pour une personne, allumé une bougie. Pas pour le drame, pour la paix, pour l'intention. En mangeant, j'ai pensé à ce qui avait changé. Pas grand-chose extérieurement. Ils étaient toujours eux-mêmes. Garrison toujours distant. Teresa, toujours aussi cinglante et calculatrice. Mais je n'étais plus la même. Je n'attendais plus que le téléphone sonne. Je ne surveillais plus l'allée ni ne vérifiais le moindre bruit de pas sur le porche. J'étais simplement là, présente chez moi, sans invitation, mais pleinement bienvenue chez moi. Après avoir fini de dîner, j'ai fait la vaisselle lentement. Sans précipitation, sans pression, juste le bruit de l'eau et de la céramique. Ce soir-là, je n'ai pas vérifié 2 fois la porte. Je n'ai pas regardé par les rideaux. Je n'ai pas répété de conversation dans ma tête. J'ai enfilé la flanelle de Derek, éteint les lumières et me suis glissé dans mon lit avec ce silence qui n'arrive que lorsqu'on cesse de s'excuser de sa propre existence. Le vent s'est levé dehors. La maison craquait comme toujours. J'ai murmuré dans le noir juste avant que le sommeil ne m'emporte. Tu es en sécurité avec moi. Et je le pensais sincèrement. À la maison, à moi-même, à tout cela. Il pleuvait le matin où j'ai écrit la lettre. Pas un orage spectaculaire, juste un léger tapotement régulier aux fenêtres. Le genre de pluie qui donne l'impression que le temps a volontairement ralenti. Je me suis préparé du thé, me suis assis à la table de la cuisine et sorti le bon papier à lettres, épais, couleur crème avec une légère bordure florale que j'avais gardée pour une meilleure occasion. Apparemment, c'était ça.
Je ne l'avais pas écrit sous le coup de la colère. J'en avais assez. La colère était forte, confuse. Ce que je ressentais maintenant était plus calme, plus vif, plus précis. J'ai ouvert le dossier contenant les documents de M. Kaufmann, les papiers de fiducie, le testament révisé, les autorisations bancaires. Je les ai disposés comme les morceaux d'une carte, chacun indiquant un avenir qui ne nécessiterait plus de contourner les droits de mon propre enfant. La lettre était courte et adressée à Garrison Elwood. Je vous informe qu'à compter de ce jour, j'ai formellement révoqué tous les accès et autorisations financiers qui vous avaient été accordés concernant mes comptes, mes biens ou ma succession. Il n'y aura plus de discussion. Veuillez ne pas me contacter au sujet de mes décisions financières. Elles ne vous concernent plus. Margaret Loud, j'ai signé en entier. Ni maman, ni mère, ni amour, toujours, juste mon nom. Je l'ai plié soigneusement et mis dans une enveloppe avec des copies des formulaires de révocation que j'avais déjà envoyés à la banque et à l'avocat. Puis j'ai écrit son adresse au recto de ma propre main, la même que j'utilisais pour signer ses autorisations, rédiger ses notes de déjeuner et adresser ses faire-part de mariage. Je ne suis pas allé à la poste en voiture. J'ai marché sous la pluie sans parapluie. Ce n'était pas symbolique. Je n'avais simplement pas envie de m'embêter. La pluie me semblait sincère. L'employée du guichet était une jeune femme, une vingtaine d'années. Elle a pris l'enveloppe, l'a pesée et m'a demandé si je voulais un suivi. Oui, ai-je dit. Je veux savoir quand elle arrive. Elle m'a donné un reçu. Je l'ai plié dans la poche de mon manteau comme une promesse silencieuse. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée à la boulangerie et j'ai acheté une tarte au citron. Juste une, rien que pour moi. Je l'ai mangée lentement à la table de la cuisine pendant que l'enveloppe se dirigeait vers Garrison, où qu'il soit. Probablement dans son bureau, en train de préparer quelque chose, sûrement persuadé que le temps, la culpabilité et l'habitude me ramèneraient à la raison. Mais il ignorait que j'avais déjà changé d'avis. Plus tard dans la soirée, le téléphone a sonné. Je n'ai pas répondu. Puis un message est arrivé. Maman, j'ai reçu ta lettre. C'est ridicule. Il faut qu'on parle. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai supprimé. Un autre message a suivi. Je passe ce week-end. On n'en a pas fini avec cette conversation. J'ai posé le téléphone, face cachée, sur la table et, pour la première fois depuis des semaines, j'ai ri. Ni fort, ni amèrement, juste un rire doux, comme le bruit d'une serrure qui se referme enfin. On en avait fini avec cette conversation. Il ne le savait simplement pas encore. Il n'est pas venu ce week-end-là. Les menaces semblaient toujours plus pressantes qu'elles ne l'étaient. C'est quelque chose que j'avais appris au fil des ans. Garrison aimait plus se montrer menaçant qu'agir. Il se gonflait de confiance, puis expirait lentement, espérant que je ne remarquerais pas le silence qui suivait. Au lieu de cela, quelqu'un d'autre arriva. On frappa à la porte. 3 petits coups rapides, comme si quelqu'un hésitait à m'interrompre. J'ouvris, m'attendant à une livraison. Peut-être Ruth, mais ce n'était ni l'un ni l'autre. C'était Harold Whitman. Je ne l'avais pas vu depuis plus de 20 ans. La dernière fois, c'était au pique-nique de retraite de Derek. C'était un homme à la voix douce, avec un regard bienveillant et une façon douce de joindre les mains en écoutant. Derek l'avait toujours apprécié. Il disait qu'il était l'un des rares bons gars de l'époque à la papeterie. Margaret, dit-il en ôtant sa casquette. J'espère que ce n'est pas déplacé. Il paraissait plus âgé. Bien sûr que oui. Cheveux plus fins, posture plus posée, mais quelque chose dans sa voix n'avait pas changé. Toujours posée, toujours chaleureuse. Je traversais la ville, continua-t-il. Je me suis arrêté chez Ruth, et elle a dit que vous apprécieriez peut-être une visite. Je l'ai laissé entrer. Nous nous sommes assis dans le salon, sur les belles chaises, celles que plus personne n'utilisait. Je nous ai fait du thé sans demander son avis. Il l'a pris avec du miel. Comme toujours. Pendant un moment,
Nous avons parlé de tout et de rien. Du temps, du vieux moulin, de ceux qui étaient morts, de ceux qui ne l'étaient pas, de la difficulté d'entretenir un jardin dans cette terre glaise. Il m'a posé des questions sur Derek avec douceur. Je lui ai raconté ce qu'il fallait lui dire, la maladie, la faim, le calme de la maison. Après cela, il a regardé autour de lui. Cet endroit te ressemble encore, a-t-il dit. J'ai marqué une pause. On essaie toujours de me convaincre du contraire. J'ai entendu, a-t-il dit doucement. Ruth à l'oreille fine. J'ai souri. C'est vrai. Il a siroté son thé, puis s'est légèrement penché en avant. Tu sais, après le décès de ma femme, mon fils a essayé la même chose. Il voulait me mettre dans un endroit plus accueillant. Il a dit que ce serait plus facile, plus sûr, plus propre. Et tu y es allé? Il a ri. Je l'ai laissé m'emmener voir. Assez joli, calme, mur blanc, couloir vide. Je suis resté là 10 minutes et j'ai réalisé que si je restais, je disparaîtrais. J'ai hoché la tête. C'est étrange, ai-je dit. Passer sa vie à construire quelque chose juste pour que son propre sang essaie de le balayer? Pas toujours par cruauté, a-t-il dit. Non, mais par commodité. Oui. Nous sommes restés assis un moment. Le thé a refroidi. La pluie de la veille avait strié les fenêtres, mais le soleil perçait maintenant, réchauffant le sol. Je suis content que tu sois venu, ai-je dit honnêtement. Il s'est levé pour partir, mais a hésité près de la porte. Tu n'es pas fou, a-t-il dit en se tournant vers moi. D'être resté. D'avoir refusé. Je l'ai regardé. Tu ne me trouves pas mesquin? Non. Il a dit, je pense que tu fixes des limites, et les gens n'aiment pas les limites quand ils ont l'habitude de les franchir. Je l'ai accompagné jusqu'au porche. Il est descendu lentement, tirant son manteau autour de lui. Je repasserai peut-être, a-t-il dit. Tu es le bienvenu, ai-je répondu. Il sourit, et les années qui nous séparaient semblèrent plus courtes. Après son départ, je restai un moment sur le porche à observer la rue. Les feuilles tourbillonnaient le long du trottoir. Le vent s'était levé, mais je me sentais stable. Non pas à cause d'Harold, ni à cause de Ruth, mais parce que plus je récupérais, plus je me souvenais de quelque chose d'essentiel. Je n'attendais la permission de personne. J'avais déjà tout ce qu'il me fallait, y compris mon nom sur l'acte de propriété. Il arriva un jeudi. Pas d'appel, pas de préavis, juste le crissement des pneus sur le gravier et le ronronnement sourd de son moteur qui se déposait comme de la poussière devant ma fenêtre. Je pliais du linge, surtout des serviettes. Derek me taquinait parce que je les pliais trop précisément, comme si je me préparais à une inspection. Je continuais à plier. Le coup était ferme. Ni furieux, ni poli, juste un homme habitué à être entendu. J'ouvris la porte et ne m'écartai pas. « Maman », dit-il en ajustant son manteau. « Il faut qu'on parle. » Je ne répondis pas, me retournai et rentrai, laissant la porte ouverte pour qu'il puisse faire son choix. Il me suivit. Dans la cuisine, je déposai les serviettes pliées dans un panier. Il se tenait maladroitement près de la table, comme un invité hésitant quant à son accueil, ce qui était sans doute le cas. J'ai reçu les papiers, commença-t-il. Je sais. Il se frotta la nuque, une habitude qu'il avait prise au lycée quand il mentait sur ses bulletins. Écoute, je sais que tu es contrarié, mais ce que tu fais, c'est permanent. Oui, dis-je. Tu m'exclus. Je fixe des limites. Il secoua la tête. Tu n'as pas besoin de limites. Tu as besoin d'aide, de soutien, de quelqu'un qui veille sur toi. Alors pourquoi ne m'as-tu pas demandé comment j'allais? Pas une seule fois depuis l'enterrement. Il ouvrit la bouche, la referma, chercha par terre des réponses qui n'y étaient pas. Ce n'est pas une question de méchanceté, Garrison, continuai-je. C'est une question de clarté, de comprendre enfin que ce que tu appelles aide a toujours été assorti de conditions.
Des conditions qui se resserraient chaque année jusqu'à ce que je ne puisse plus bouger sans vérifier si tu approuvais. Je n'ai jamais demandé le contrôle. Non, tu t'y attendais juste. Il cligna des yeux. Tu es ma mère. Oui, je l'étais. Je t'ai nourri, habillé, protégé. J'ai donné quand je n'avais rien. J'ai donné parce que c'est ce que font les mères. Mais tu as pris ce don pour une dette. Et maintenant, tu es en colère que j'ai arrêté. Il recula légèrement, comme si ses mots avaient du poids. Tu es en colère, dit-il doucement. Tu ne m'as jamais parlé comme ça. Je n'en ai jamais eu besoin, répondis-je. Parce que je pensais que tu te souviendrais de qui t'a élevé. Mais je vois maintenant que tu ne te souviens que de ce qu'on t'a donné, pas de ce que ça a coûté. Il parcourut la pièce du regard, les murs, la cuisinière, le plan de travail ébréché. Un terrain familier. Mais il ne lui appartenait plus, si jamais ça lui avait appartenu. J'ai juste pensé, il marqua une pause. Tu voudrais que nous fassions partie du plan. Tu le hais, dis-je, mais pas comme tu l'espérais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette maison restera dans la famille, mais pas avec toi. Sa mâchoire se serra. Rebecca, dis-je simplement, elle est gentille. Elle écoute. Elle est venue pour mon anniversaire. Il resta silencieux. Elle ne le vendra pas, ajoutai-je. Elle comprend ce que c'est. Le visage de Garrison se durcit. Tu te laisses manipuler. J'eus un rire sourd, régulier. Non, mon fils. C'est ce que tu faisais, et j'ai fini par arrêter de te laisser faire. Il me fixa longuement, puis hocha lentement la tête, amèrement. Alors voilà. Voilà. Il se tourna vers la porte. Sur le seuil, il hésita. Tu vas le regretter. Non, dis-je, mais tu pourrais le regretter. Il partit sans un mot. Je refermai la porte derrière lui, la verrouillai. Non par peur, par nécessité. Plus de discussion, plus de négociations. C'était à moi, la maison, la paix, le droit de décider. Et le silence qui suivit. Il ne me faisait plus mal. Il s'installa comme une couverture, chaude, méritée, et mienne. L'enveloppe était couleur crème, épaisse, avec une légère bordure florale, tout comme le papier que j'avais utilisé pour la lettre de révocation. Mais celle-ci me parut différente. Je l'avais écrite une douzaine de fois dans ma tête à la table de la cuisine, lors de mes promenades à la poste, dans le calme juste avant de dormir. Mais maintenant, assise près de la fenêtre, tandis que la lumière s'adoucissait sur le jardin, j'ai écrit la version finale. J'ai commencé simplement. Rebecca, ma fille, je suppose que tu savais que cette lettre allait arriver avant même que je ne le mentionne. Tu m'as toujours vu plus clairement que les autres. Et je l'ai vu en toi depuis le jour où tu m'as tenu la main à l'enterrement de grand-père et ne l'as pas lâché jusqu'à ce que je te dise que j'allais bien, même si ce n'était pas le cas. C'est grâce à toi que j'ai pu voir la vérité. J'ai élevé ton père. Oui, et je l'ai aimé. Mais quelque part en chemin, l'amour a commencé à ressembler à une dette, au silence, à une maison transformée en transaction. Tu m'as rappelé que ce n'était pas une fatalité. Alors, voici ce que tu dois savoir. Cette maison avec ses comptoirs ébréchés et ses planchers rebelles, ses escaliers grinçants et ses tuyaux bruyants, elle est à toi. Non pas parce que je veux t'encombrer, mais parce que je te fais confiance pour la prendre soin. Ce n'est pas seulement du bois, du toit et de la valeur. Ce sont des racines. Tes racines. Ce sont des histoires. C'est cette balançoire dans le jardin où tu chantais quand tu pensais. Personne ne pouvait l'entendre. C'est le parterre de grand-père. C'est le tiroir de la cuisine qui colle. C'est l'endroit où ta grand-mère s'est souvenue de qui elle était. Le moment venu, cette maison sera à ton nom. Elle ne peut être vendue sans ta signature. Personne d'autre, ni ton père, ni Teresa, ni aucun avocat qu'ils trouveront, n'en aura le droit. Fais-en ce que tu veux quand tu seras prêt. VY restaure-la.
Asseyez-vous sur le porche avec un thé fort et des opinions bien arrêtées, ou transmettez-la à quelqu'un qui l'aimera comme elle est censée être aimée. C'est à toi de décider. Mais ne laisse jamais personne te dire que ton affection est une faiblesse, que ta douceur est naïve. Tu m'as vu quand personne d'autre ne l'a vu, et cette vision m'a sauvée. Je suis fière de toi. Et si je ne suis pas là quand cette lettre te parviendra, sache que mon nom est sur chaque mur, non pas à l'encre, mais dans la mémoire, et le tien aussi. Avec tout l'amour ardent qui m'habite, grand-mère, je l'ai plié soigneusement, scellé. Je l'ai enlevé, et je l'ai rangé dans le tiroir où je gardais les bons ciseaux et les recettes que je n'avais plus besoin de lire. À côté, j'ai déposé le document de transfert de propriété déjà signé. Monsieur Kaufmann classerait le reste. La maison était silencieuse, mais elle n'était pas vide. Ce soir-là, j'ai allumé une bougie. Sans raison, juste comme ça. J'ai dîné près de la fenêtre. J'ai regardé la lumière du porche vaciller, puis rester immobile. J'ai passé mes doigts sur la table que Derek avait construite avec ses mains calleuses et trop déchardes. Et j'ai souri. Non pas parce que j'avais gagné, mais parce que je m'étais souvenu de moi. Si vous avez lu jusqu'ici, vous comprenez l'importance de ce genre d'histoire. Laissez un commentaire, partagez vos réflexions ou transmettez-le à quelqu'un qui a besoin de se souvenir de sa voix. On n'a pas toujours la fin qu'on voulait, mais on peut toujours choisir la sienne.